Ouais. Ça, c'est pas mal aussi. Ils ont des magnifiques bâtiments, une maison d'édition absolument Ouais. incroyable. Ils font de beaux bouquins. Puis ils sont entourés de quelques personnes relativement influentes. Ben oui, mais Costa Rica, si je me rappelle bien, avait signé un accord avec Merckx Hmm, pour commercer le exactement. droit de Et donc du passer au coup, crible. ça passe très En vite même temps. entre... ouais. Et donc voilà. Ben, le Costa Rica, de toute façon, quand je suis allé voir les forêts de Cloud Forest, quoi, ils m'ont dit Hmm, profites-en bien parce que ça va pas durer. ouais. J'ai un bouquin par exemple sur les abeilles d'orchidées, Hmm. qui est un magnifique bouquin en espagnol et en anglais. Il n'y a plus d'abeilles d'orchidées. Les gars disent profitez bien du livre, c'est un musée. Ça n'existe plus les abeilles d'orchidées, elles ont toutes été éradiquées. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire alors? Parce que bon, quel espoir pour la planète d'après vous? Qu'est-ce grosse question. Nous, on a des enfants, donc on continue de lutter, même si on a pris de l'âge. Mais bon, quand vous voyez tout ça, on parlait tout à l'heure de la corruption même des ONG et tout ça, on se demande par quel bout prendre C'est vrai le que problème. ouais, il y a des jours où c'est difficile en se réveillant d'être optimiste. Mais en même temps, enfin moi je connais quand même pas mal de gens qui ont des petites ONG, alors des gens qui s'impliquent alors au Pérou, j'ai des amis au Pérou, à Kinshasa justement, enfin il y a des gens un peu partout que j'ai pu rencontrer liés vraiment au problème des forêts ou un peu plus vaste à la biodiversité en général, mais c'est souvent des gens qui s'investissent tout seuls d'une manière complètement individuelle et qui font des trucs assez incroyables avec zéro moyen, qui font des pieds et des mains pour essayer de sauver un morceau de forêt, une espèce, avec l'aide des populations locales. Donc elles sont investies vraiment du début à la fin dans ces petits projets. Donc c'est pas ces grosses ONG qui débarquent et qui s'installent souvent parfois au mépris des populations. Donc ces petites associations très individuelles qui sont peu connues et qui font un travail de fourmi vraiment, pour moi, c'est un peu le petit rayon d'espoir, le petit rayon de soleil dans ce paysage plutôt sombre. Je pense que voilà, faut en parler, il faut les soutenir, c'est tout ce petit maillage d'associations ici et là. Je ne parle pas des grosses ONG, mais des petites, qui, à mon avis, peut faire quand même pencher la balance, j'espère, de l'autre côté. Hein. Ou du moins pour sauvegarder des oasis. Parce que Oui, de toute façon, je crois que maintenant, là, on en est à un point où de toute manière, on ne pourra pas sauver plus que des îlots à droite à gauche, des espèces voilà, d'oasis où la biodiversité survivra en nombre réduit et des espèces de sanctuaires un peu à droite et à gauche. Je crois de toute façon maintenant, c'est plus la peine de rêver à ce qu'il y avait il y a encore un demi-siècle. Ça, on le retrouvera plus jamais. mais de toute façon, si les experts de la désertification et de l'érosion, comme Pimentel par exemple, qui est de Cornell, hein, ou John Givens en Californie, s'ils ont raison, il reste 50 ans à Oui. peine au niveau du sol. Parce que j'ai mis les chiffres pour l'Inde par exemple, Ouais. c'est 1,5 million Ah par an, il y a ouais. 150 millions, 1,5 million d'hectares, il y a 150 millions d'hectares de terres arables en Inde, à ce rythme-là, c'est 50 ans. Quoi. Ouais. Donc c'est bien à l'image de ce que certains experts ont dit, c'est 50 ans, dans 50 ans on continue comme ça, il n'y a plus un gramme de terre arable. Mm. Et je pense que c'est même pire que ça, parce que les gars, quand ils avaient ces projections-là, ils n'avaient pas intégré le thème des agrocarburants, Ouais. là qui va précipiter encore les choses. Mm. Donc à mon avis, l'urgence aujourd'hui, c'est de décréter un moratoire sur les agrocarburants. C'est la Ah première urgence. oui, je pense effectivement que le sursis, c'est quelques décennies. Enfin, je vois pour par exemple les espèces, quand on prend les espèces une par une ou des blocs forestiers un par un, en général, voilà, ça s'étend de 10, 20, 30, 40, 50 ans avant que tout ait disparu. Donc les orang-outans, c'est vraiment c'est quelques décennies. Les forêts d'Asie du Sud-Est, c'est peut-être un petit peu plus, mais pas beaucoup. Et voilà, les agrocarburants, à mon avis, si tout ça, ça se fait et ça passe tel quel, au mépris de toutes les considérations environnementales et sociales, là, on risque de basculer complètement et d'accélérer encore plus le processus, qui est déjà quand même relativement rapide.
Est-ce que maintenant, juste par rapport aux orang-outans, qui est quand même un peu votre métier, euh, les orang-outans et les grands singes, est-ce qu'ils sont au niveau, on va dire, des écosystèmes dans une situation encore beaucoup plus fragile que d'autres espèces de la biodiversité où c'est pareil? Non, c'est à peu près pareil. C'est vrai que souvent on utilise les grands singes, alors que ce soit les orang-outans d'un côté, les gorilles ou les bonobos de l'autre. C'est vrai que c'est quand même des espèces très emblématiques et qui permettent de porter sur le devant de la scène médiatique une cause avec un poids qui serait peut-être pas forcément le même si on parlait du petit scarabée dont personne n'a jamais entendu parler. Bon, les orang-outans, par exemple, sont capables de vivre dans certains cas dans des forêts dégradées. Alors, enfin, il y a évidemment un degré dans la dégradation des forêts. Maintenant, là où il y a un réel problème, c'est effectivement avec ces plantations de palmiers à huile, parce que là, ils n'ont plus ni logis ni nourriture. Donc, qu'est-ce qu'ils font en général? Ils sortent des forêts, ils arrivent dans les plantations. Évidemment, les exploitants forestiers ne voient pas vraiment ça d'un bon oeil, et en général tuent les orang-outans et souvent récupèrent les bébés pour alimenter le vaste trafic d'animaux de compagnie. Donc, c'est vrai qu'on utilise souvent ces grands singes comme ambassadeurs de la cause de la biodiversité des forêts tropicales. Je pense que ce n'est pas forcément les plus fragiles, mais bon, certains en plus sont à des... Comment dire, on est vraiment pour certaines espèces sur le fil de l'extinction. Les orang-outans de Sumatra, il en reste une poignée de milliers d'individus. C'est quasi fini. Enfin, si personne se mobilise pour sauver les forêts qui restent à Sumatra et donc les orang-outans en particulier, bon, dans même pas une ou deux décennies, il y aura plus d'orang-outans que dans des livres d'images. Maintenant, je pense qu'il y a énormément d'autres espèces qui sont tout aussi sensibles, voire plus sensibles. C'est vrai que ces agrocarburants participent au réchauffement climatique, à la pollution, etc. Les amphibiens, par exemple, sont hyper sensibles. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas trop parce que bon, les amphibiens sont peut-être moins médiatiques ou moins sympathiques, bien à tort d'ailleurs, pour le grand public, mais il y a une grave crise au niveau des populations d'amphibiens au niveau mondial. Et voilà, c'est le réchauffement climatique, la pollution et tout ça évidemment lié à la déforestation, à l'expansion des terres agricoles et avec toutes les pollutions qui vont avec. Hein.